Bonjour. Comme vous le savez, cette chaîne est particulièrement préoccupée par les aspects psychologiques liés d'une part au confinement. Une vidéo a été consacrée à cela, mais aussi à la situation particulière des soignants, sur lesquels nous ne cessons de compter et qui se trouvent déjà maintenant en situation, pour certains, de difficulté. Nous avons insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de baser des mesures de prévention sur des données flagrantes issues de la littérature. Il est évident que ces données sont peu nombreuses. Elles se rapportent essentiellement aux épidémies passées, SARS, etc. Je vous renvoie aux vidéos précédentes que j'ai postées. D'ores et déjà, à Paris, mais aussi dans le Grand Est de la France, certains urgentistes et infectiologues communiquent sur les difficultés qu'ils rencontrent. J'ai posté le témoignage très émouvant d'une responsable des soins intensifs et de réanimation d'un hôpital new-yorkais, mais pour ceux pour qui l'anglais est rebutant, car je n'ai pas le temps de proposer des traductions, je vous propose quelques extraits d'un entretien réalisé ce matin sur la chaîne BFM et qui indique clairement l'état mental de stress aigu dans lequel certains de nos soignants se trouvent d'ores et déjà, alors même que la crise proprement dite n'a pas commencé, c'est-à-dire que l'overload n'est pas de rigueur dans ces hôpitaux-là. L'anticipation des difficultés, l'état d'incertitude dans lequel ils se trouvent, toutes choses que j'ai abordées dans les vignettes précédentes, se trouvent au cœur des réactions psychologiques qui, rappelons-le, peuvent produire du burn-out et des difficultés. Mon message est clair. Pour la plupart des personnes qui se trouvent dans l'entourage ou qui ont des soignants dans leur entourage, le soutien psychologique, la liberté qui leur est donnée de s'exprimer au sujet des difficultés, la compréhension dont nous devons témoigner par rapport à des symptômes qui peuvent paraître importants, pleurs, problèmes de fatigue, problèmes de concentration, toutes ces choses vont jouer un rôle important. Je ne dirais pas crucial au point où il nous faut davantage de lits de réanimation, davantage d'appareils de ventilateurs, mais ça participe à l'effort que chacun d'entre nous, et en particulier je pense à mes étudiants en psychologie, sommes amenés à réaliser. En plus, bien sûr, du confinement total. Bon confinement et bon visionnage. Professeur Pialou, bonjour. Bonjour. Gilles Pialou, vous êtes chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, un hôpital qui est en pointe sur l'infectiologie. Professeur Pialou, il y a quelques jours, 9 jours exactement, le 17 mars, vous étiez avec moi, ici même, là. 17 mars, nous en étions à 178 décès en France. 9 jours plus tard, nous en sommes à 1331 décès. Je me souviens, il y a 9 jours, vous étiez pas confiant, mais vous étiez solide. Et je vous sens un peu plus abattu aujourd'hui. C'est vrai ou... Et encore moins que dans 15 jours, si je puis dire, si je puis me permettre. Oui, on est abattu, on est au combat, bien sûr. Au combat, oui. On est abattu parce que l'expression qui vient entre nous, dans ces réunions qu'on a par Skype, différents hôpitaux, c'est qu'en gros, on a l'eau jusqu'aux épaules. Ouais. On a l'eau jusqu'aux épaules et les réanimations payent un lourd tribut et c'est dégradé. Vous savez ce terme qui dit dégradé. Ça veut dire que dans les salles d'hospitalisation classiques, comme mon service, on commence à avoir des patients qui ne peuvent pas rentrer dans la réanimation ou qui sont récusés par la réanimation et donc des patients de plus en plus lourds. Et c'est vrai que c'est très lourd pour les équipes. Je suis désolé, je suis pas arrivé avec un discours à la fois combattant, certes,
Mais voilà, le pire est à venir. On nous dit que ça sera entre le 4 et le 24 avril. Et on se prépare. On n'était pas prêt, il faut être clair. On n'était pas prêt. On le dira maintenant, on le dira demain. Oui. On n'était pas prêt. Il faudra le dire, il faudra expliquer pourquoi on n'était pas prêt. Et on se prépare. On ne cesse de se préparer à plus encore de pression. Et c'est très très compliqué. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous avez dit que Tenon était en pointe. C'est un hôpital qui est spécialisé aussi sur le poumon et sur la réanimation pulmonaire. Donc oui, c'est une situation très préoccupante et très en tension. Le privé a joué une carte de solidarité en prenant des malades sévères, en prenant des malades en précarité. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. On avait un malade qui était là depuis 7 mois parce qu'il avait pas de place sociale. Une clinique privée nous l'a pris parce que c'est la solidarité. Et heureusement qu'il y a ça. Là, on retrouve quand même des erreurs dans la gestion, notamment cette absence de solidarité européenne. Oui. J'ai entendu le président de la République, il a dit on est en Europe. Mais elle est où l'Europe ? Est-ce que toutes les réanimations d'Europe sont pleines ? Est-ce que les stocks de masques de l'Europe ne peuvent pas être partagés au prorata des malades ? Il y a quand même 259 000 personnes qui sont contaminées en Europe. C'est la plus grosse région où diffuse l'épidémie. Donc voilà, c'est ça une non-préparation des pays, une absence de solidarité quand même, je trouve, à un haut niveau. Les respirateurs, il y en a forcément quelque part. Il faut comprendre aussi que ça pèse énormément sur les équipes, et pas seulement sur les équipes de réanimation, parce que c'est en désescalade. Oui. Je l'ai déjà dit, vous avez des patients très graves en salle. Dans le Conseil des maladies infectieuses, il y a un truc qui marche, c'est test and treat. C'est comme ça qu'on a contrôlé le VIH dans certains pays. C'est on teste, on traite, on teste, on traite. Alors vous allez me dire, on n'a pas assez de tests et on n'a pas de traitement. Mais on peut pas tester toute la population. On est loin du compte. Mais on testerait toute la population si on avait des tests qui permettent de tester toute la population. J'essaie de comprendre pourquoi, et je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne teste pas toute la population ? C'est impossible. La première raison, c'est parce que on est contraint sur la disponibilité des tests à l'heure où je vous parle. J'ai vu des gens marcher, j'ai vu beaucoup de monde sur le périphérique. Je ne sais pas ce que font tous ces gens sur le périphérique de Paris. Je ne sais pas.